leader d'une équipe qui insuffle un esprit, qui insuffle une envie et une direction. Voilà, une direction pour une maison, une direction pour une cuisine. Donc je suis entre le chef et le directeur artistique si tu veux, parce que c'est moi qui choisis, il n'y a rien qui s'y est posé dans mon restaurant sans qu'il soit passé devant moi et que j'ai validé. Donc déjà ça. Et après dans la cuisine, bah voilà, après t'es chef de cuisine, et le chef de cuisine t'es capable d'amener un plat dans une direction autre que celle que ma mère ou ma grand-mère est capable de le faire. Proposer le même amour qu'elles mettent dans leur cuisine, mais dans une direction totalement différente pour que le plat soit bon, nouveau et qui nous ressemble. Voilà. J'essaye humblement avec mon équipe, humblement, mais avec l'ambition de réenchanter à notre niveau un petit peu le monde. Je veux pas révolutionner la cuisine française, je fais ce que je suis. Vous venez manger, je vous accueille dans ma maison, je suis ma maison et j'y cuisine ce que je suis avec les autres. Si je dois qualifier ma cuisine aujourd'hui, quand on me demande de l'expliquer, je dis que j'ai une cuisine qui est d'origine et de souche française, marquée par ses traditions et c'est une volonté d'avancer, mais libérée de ses a priori et certitudes. Il y a une partie de ma cuisine qui est très instinctive et l'autre qui est totalement construite. Les associations sont assez instinctives et après la mise en œuvre est technique. Il faut surtout connaître les produits par cœur dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils peuvent devenir. C'est-à-dire que les stades de maturité différentes, quel goût ils ont quand ils sont pas mûrs, trop mûrs, légumes ou un poisson, qu'est-ce qu'on fait, voilà, et puis après trouver des systèmes, on dit on a envie d'en faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait pour en faire quelque chose. C'est la saison qui amène les produits, et j'ai un panel de techniques et de possibilités, voilà, et ça je les ai tous un peu comme ça. Et on dit bah si je prends ça et que je fais ça et que je ramène ça et puis je peux faire ça, je pense que j'ai la bibliothèque de goût. Ce répertoire, ça je l'ai et olfactivement je l'ai aussi. En général, j'ai pas besoin de goûter les plats avant je les goûte, hein, mais c'est-à-dire que dans la créativité, je peux créer sur papier en étant persuadé que ça fonctionne déjà. La seule vérité, c'est que ça doit être bon et beau. Une cuisine bonne, c'est une cuisine qui a envie d'y retourner, c'est une cuisine qui laisse une trace dans une tête. Mais un plat qui d'un seul coup crée une émotion, vous ramène ou pas quelque chose d'ailleurs, vous faites découvrir quelque chose, une émotion gustative, olfactive, visuelle, sensorielle, parce que des fois on peut manger quelque chose dans un chair de poule, et que ça reste en mémoire, moi j'ai tout gagné. C'est tellement rare. Si j'arrive à créer des plats qui d'un seul coup disent il y a des gens qui reviennent qui disent j'ai mangé ça chez vous et les gens s'en souviennent. Dans une cuisine où on finit par mettre le doigt au fond de l'assiette pour voilà. On ne prend pas le pain, on met le doigt. Parce que la langue ça se fait pas. En vrai, ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble. C'est un connaisseur fou de la nature, c'est un passionné et il est prêt pour nous faire avancer, à donner de son temps, donc on a beaucoup de chance de l'avoir. Il découvre des choses qui nous amènent, nous on lui demande de nous faire progresser et on prend du temps aussi pour aller avec lui. Et donc surtout dans les marais, tous les cuisiniers, à chaque fois quand c'est nouveau, ils vont passer 1 heure avec lui. Et ça permet à nos cuisiniers de comprendre ce qu'ils font et pas de ramasser n'importe quoi quand ils doivent ramasser et tout ça. Donc il est formateur et en même temps c'est un super cueilleur. C'est dur comme travail. C'est juste d'avoir l'envie aussi, parce que parfois il fait froid, parfois il pleut, parfois c'est peut-être moins agréable. Et puis d'être directement au contact de la nature, ça c'est appréciable, mais il faut l'apprécier. Donc c'est aussi peut-être une sorte de mentalité un peu particulière, un peu préhistorique. Je le fais tant que je peux. Je sais pas, des fois c'est 2 fois, 3 fois dans la semaine. Alors les quantités, quand on va cueillir des moules, la loi dit pas plus de 5 litres par personne et minimum 4 cm de longueur, puisqu'en fait en dessous la moule est encore en train de pousser. À nous de voir, quand on voit une belle moule comme ça, elle est bien pleine, il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans. Alors il faut savoir se retenir effectivement. La salicorne, ses qualités gustatives et d'épaisseur de plantes halophiles, on est à la limite d'une plante grasse, c'est vraiment, il y a de l'épaisseur dans la texture, ça reste une plante assez particulière au niveau de sa saveur, c'est une saveur très douce. C'est une plante qui est très très courante dans les baies, que ce soit la baie de Canche, la baie d'Authie. Il faut les cueillir, on dit jusqu'au 14 juillet, c'est parce qu'après elles deviennent un peu dures. Je viens moins souvent, 1 fois par semaine ça suffit pour faire ces plantes halophiles, parce qu'elles se conservent très bien.
Quand on est cueilleur, il y a un truc super important, c'est de ne pas se bloquer. Il faut ouvrir son esprit en se disant « Ok, je vais goûter, je ne sais pas quel goût ça aura, j'ai peut-être une idée, je vais peut-être faire des rapprochements, mais voilà. Et, un goût venu d'ailleurs. Ben non, il ne vient pas d'ailleurs, il vient de là. Voilà, c'est ça. C'est l'idée, elle est de la découverte et de l'ouverture d'esprit. Ouais. Eliane, elle me connaît depuis que je suis gamin, elle travaille avec mon père, on continue à travailler avec elle, moi je suis en travail avec elle, toujours avec Eliane, avec ses enfants. Ben voilà, elle fait du chèvre, elle fait du beurre de vache, elle fait de la crème, elle fait des tartes à la crème, des flans, voilà, et après elle fait le marché. Et Eliane, c'est une dame avec un cœur comme ça. Et nous on est fidèles à elle parce que c'est top, qu'il faut encourager ces gens-là à continuer à faire eux-mêmes les choses et faire que ces savoir-faire ne se perdent pas. C'est que André a un savoir-faire qu'on n'a pas envie qu'il se perde, mais qu'on a envie aussi de d'acquérir et qu'on puisse le transmettre. Monsieur Terry, c'est la même chose. Si on ne soutient pas ces maisons-là, moi j'ai rien à faire là. Mon travail, c'est de mettre en avant le travail de ces gens. Quand les gens font bien et qu'ils ne trichent pas, il faut tout leur donner. Il faut tout leur donner. Et Eliane, on lui donne tout, mais elle nous donne tout. Donc, voilà. En fait, c'est une ferme familiale. Hein. Il y a toujours eu un garçon pour reprendre. Je suis toujours partie du principe que si les autres savent le faire, je vais y arriver. Et puis comme je suis assez exigeante, je voulais avoir quelque chose qui tienne la route, quoi. Nous avons environ 70 chèvres, une moyenne de 2 chevreaux par chèvre. Et les chevreaux ne nous intéressent que pour avoir du lait. En fait, les chèvres doivent avoir un bébé pour pouvoir avoir du lait. Si elles n'ont pas de bébé, elles n'ont pas de lait. Les chèvres, elles mangent des céréales et du foin. Voilà, une chèvre va produire à peu près 2 litres de lait par jour. Après la traite, on a 2 heures pour transformer le lait. D'accord. Sinon, si on excède les 2 heures, on va commencer à avoir des mauvaises bactéries. En fait, dans les 2 heures qui suivent la traite, le lait est stérile. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci. Je fais ma propre fermentation. Mon lait, il a tel goût. Voilà, il n'a pas le même goût quand on est au printemps ou quand on est à l'automne. Mais c'est le goût de mon fromage, c'est tout. On a un métier formidable. Donc, on est des hommes de terrain, donc avec nos terres, les effets climatiques qui sont pas toujours évidents. Et puis on travaille avec du vivant, les vaches, les chèvres, c'est du vivant, c'est pas toujours évident. Des bonnes chèvres bien soignées, bien nourries. Là on a du bon fromage. Après bon, il y a la passion qui fait qu'on aime faire les choses bien. Monsieur Terry, je le connais depuis, depuis que je suis gamin, je pense. Mais j'ai découvert son hydromel réellement il y a 10 ans, 8 ans, 10 ans. Le problème de l'hydromel, c'est que c'est quand même une boisson qui a une très mauvaise réputation. Et que quand on tombe sur un mec qui en fait des tops, tout de suite on s'est fait remarquer. Et on a commencé à vendre son hydromel comme ça ici, et à faire à l'aveugle. Et puis jusqu'au jour où on s'est mis d'accord pour se faire une cuvée ensemble, pour nous, pour la Grenouillère, et il joue le jeu et c'est super. C'est un monsieur adorable, super gentil. Je pense que c'est la meilleure à des alentours très larges. Ouais. Quelque chose d'aussi fin, d'aussi rond et d'aussi juste. C'est assez rare, quoi. Donc, et après il fait un miel très sympa et ses alvéoles aussi voilà, sont top, quoi. Donc après nous on travaille bien avec lui. L'hydromel, c'est quoi, hein? Le nom indique la recette quelque part. Hydro, ça veut dire mel, ça veut dire miel. Hein? Il faut savoir que dans 1 litre d'hydromel, il y a environ 500 grammes de miel. On n'utilise aucun produit pour clarifier notre hydromel, à part un peu d'argile, quoi, mais c'est tout. On veut rester totalement artisanal et naturel. Je veux rester traditionnel, je veux rester original, quoi. Je veux rester sur le côté antique. L'hydromel est mélangé à l'ancienne, hein. On fait le mélange à chaud dans des marmites, point barre. Je fais ça comme dans le temps passé, c'est-à-dire on mélange notre quantité d'eau, notre quantité de miel, et on rajoutera tout simplement forcément la bactérie alcoolique pour qu'il y ait une fermentation qui se produise, mais dans ces foudres. Et on s'est rendu compte aussi qu'en le laissant vieillir, le goût était différent, l'hydromel était meilleur, etc. Et enfin, bien, on a voulu aussi répondre, bien sûr, à la demande et surtout au goût de notre client. C'est pour ça qu'on est arrivé à un hydromel qu'on appelle demi-sec. Je veux dire que c'est 80% de notre vente aujourd'hui. Hein, un hydromel qui ne soit pas sucré du tout, on fait du sec. Un hydromel nettement plus mielé, avec un goût plus sucré, on l'a appelé le moelleux, donc ça fait le 3e. Le volume d'alcool varie entre 13 et 14. Hein, des fois on arrive à 14,5, sachant qu'en dessous de 12,5, c'est pas bien. Vous savez, c'est très difficile à fabriquer. Là, le savoir-faire,
le dosage, la patience, surtout la patience. Il faut être patient parce que si nous on laisse faire la nature, je l'ai déjà dit, alors la nature elle est incontrôlable et il faut vraiment aimer. L'abeille d'abord en premier temps, la nature. Un bon hydromel, c'est celui qu'on se régale quand on boit. Je suis heureux, donc c'est le principal, je l'ai voulu, je fais les choses qui me plaisent, avec les hommes et les femmes qui me plaisent, et qui me plaisent et que j'aime, vous voyez, j'aime mes équipes et tout ça, c'est important, et on parle pas que de la famille proche et tout ça, et voilà. Allez, souriez, donnez tout.